Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre et bienvenue à la troisième saison du podcast de la Fondation Vimy Par-delà la Crête, une série qui met en avant les contributions du Canada à la Première Guerre mondiale et les experts et expertes qui continuent de découvrir notre passé. Je m'appelle Brinda Konesha-Chandra, je suis historienne de formation, artiste et spécialiste DI. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Thomas Venn. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas est doctorant en histoire à l'Université de Sherbrooke. Il se passionne pour le mouvement de conquête coloniale français en Afrique de l'Ouest, en se concentrant particulièrement sur les actions politiques et militaires des officiers français, ainsi que sur la résistance armée africaine. Durant sa maîtrise, il a étudié la guerre du Bani-Volta, une révolte paysanne au Burkina Faso entre 1915 et 1916, déclenchée par le recrutement en fait, de personnes africaines pour l'effort de guerre. Il s'est particulièrement intéressé à la mobilisation des personnes colonisées par les empires coloniaux pendant la Première Guerre mondiale. Euh, Avant de commencer, Thomas, j'ai une première question. Comment avez-vous d'abord développé un intérêt pour l'étude de la Première Guerre mondiale? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours scolaire, vos expériences antérieures qui vous ont amené en fait à vous concentrer sur ce sujet-là? Pour la Première Guerre mondiale, dans le phénomène global, si on veut, c'est quelque chose que j'avais en tête dès le bac. En fait, comme beaucoup d'étudiants au baccalauréat, la Deuxième Guerre mondiale est un sujet qui passionne Mhm, énormément de personnes. Et après avoir eu un cours sur la Première Guerre mondiale, je me suis dit que justement, c'était un conflit un petit peu plus méconnu. J'envisageais la maîtrise. Le centenaire s'en venait en 2014. J'ai commencé ma mhm, maîtrise en 2016. Alors, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour revenir justement sur ce conflit qui a façonné, si on veut, tout le 20e mhm, siècle. mhm, Donc, c'est pas mal, ça se résume pas mal à ça, mon mhm. intérêt pour le sujet. Ok. Puis votre travail il porte sur la colonisation française de l'Afrique de l'Ouest avant et pendant la Première Guerre mondiale et ses répercussions en fait par la suite. C'est quoi qui a suscité votre intérêt pour cet aspect spécifique de l'histoire? Donc, ça, c'est assez, je dirais pas aléatoire, c'est quelque chose qui est arrivé pendant mon parcours. Je me suis rendu compte que je n'avais eu aucun cours sur l'histoire africaine. Et Ouais. rendu justement à la maîtrise, j'ai voulu me challenger, me donner quelque chose, un défi. Et je me suis dit que j'allais me lancer justement dans l'histoire de l'Afrique coloniale et en particulier en relation avec la Première Guerre mondiale. Donc, Mhm. c'était aussi à travers des rencontres avec des personnes racisées, des personnes africaines avec qui j'ai travaillé dans des entrepôts de shipping, Ok. justement, avec qui j'ai parlé un peu que Ok. j'étais en histoire. Ils m'ont parlé aussi de leur histoire, de qu'est-ce qu'eux autres, ils avaient appris à Mhm. travers, justement, le système français et tout. Et je me suis Mhm. dit à ce moment-là que j'avais moi-même un trou que je voulais vraiment Ouais. découvrir, déchiffrer, si on veut, parce que j'avais un manque de connaissances flagrant. Fait que je me suis lancé là-dedans à la maîtrise. J'ai trouvé justement le conflit, la guerre du Bani-Volta. Euh, C'était une révolte qui m'a passionné parce que c'était une guerre dans une guerre, littéralement. Et c'est vraiment à partir Mhm. de ce moment-là que je me suis dit, voilà, le sujet, le continent africain va être mon sujet, autant pour ma maîtrise que pour le doctorat, et j'espère pour le futur de ma Mhm. carrière. Mhm. Mais c'est vrai qu'on cristallise beaucoup le narratif de la Première Guerre mondiale autour du berceau de l'Europe, en fait. Puis on n'a pas tendance à aller voir ben, les implications aussi des autres pays, puis en fait des pays colonisés aussi dans la Première Guerre mondiale, en fait, au Oui, final. en particulier, on C'est oublie ça. souvent qu'on est dans une guerre impériale et que c'est presque Mhm. l'entièreté du globe qui va être entraînée dans ce conflit-là, non pas parce qu'il le Mhm. voulait, mais parce qu'il faisait partie des empires. Et il faut Ben, c'est aussi aller ça. voir les autres empires, aussi l'Empire ottoman. Ben, j'ai juste l'Empire ottoman en tête, mais tout ce conflit-là qui va finir Mhm. tardivement, l'Empire russe aussi, qui va jusqu'aux confins de la Sibérie, va avoir des Mhm. répercussions sur ces régions-là aussi. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les actions politiques et militaires des officiers français dans les pays de l'Afrique de l'Ouest pendant la conquête coloniale? Oui, absolument. Euh, c'est en fait, c'est
ce sont des actions assez particulières. Il faudrait en fait réfléchir à toute la dynamique, si on veut, impériale et coloniale de ces conquêtes-là et les comparaisons qu'on peut faire avec des empires passés. Mais on Mhm, voit ici vraiment dans la conquête de l'Afrique de l'Ouest l'établissement des théories de guerre, oui, de guerre coloniale, mais qui vont être transposées à travers les âges jusqu'à aujourd'hui avec la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan, dans le mhm, sens où on a des officiers avec peu de moyens, peu de ressources, qui doivent conquérir, occuper et convaincre une population que la tutelle coloniale, que la tutelle impériale, française, britannique, peu importe, elle est valide et qu'ils doivent mhm, l'accepter, euh, même s'ils ne le veulent pas. Donc, on voit vraiment des actions politiques dans le sens qu'on va faire ce qu'on appelle des palabres. Donc, on va faire venir tous les chefs de village, les chefs d'État pour négocier une genre de protectorat où on va utiliser la mhm, force. La force est toujours omniprésente. Il y a beaucoup de personnes qui, des fois, ils l'analysent comme étant une parenthèse dans l'action de conquête. Moi, je ne le vois pas comme une parenthèse, je le vois comme c'est un dernier recours, mais un dernier recours très, très, très rapide à lequel on arrive. mhm, On refuse le protectorat, on est ennemi, on se fait attaquer par des colonnes. Donc, essentiellement, on a un mélange d'actions politiques, convaincre les populations que la tutelle coloniale est meilleure que la tutelle d'un État africain et mhm, l'action militaire, l'élimination de tous ceux qui s'opposeraient moindrement à cette tutelle coloniale. Donc ça va souvent être des royaumes, des États, des empires africains, des confédérations villageoises et autres mhm, qui, éventuellement, juste par exemple, vont refuser de payer l'impôt. Un impôt qui ne pouvait qu'être payé en argent impérial. Alors, vous pouvez vous mhm. imaginer comment la complexité de se procurer ces devises-là pour une Ouais. communauté villageoise, disons, en Afrique. Fait que, essentiellement, moindrement qu'il y a un refus de la tutelle, on va envoyer les tirailleurs sénégalais, donc ces unités impériales, pour mater la révolte. Euh, donc, Mhm. c'est ça, on a vraiment ce mélange de ces deux éléments-là. Et ce sont des théories qui ont été reprises, qui ont été fondées en partie en Algérie, reprises partout dans les Ouais. empires coloniaux et transposées justement dans les conflits contemporains qu'on a vus, par exemple au Mali, en Irak et en Afghanistan récemment. Mhm, mhm. Fait qu'on voit une continuité, en fait, au final Oui. aussi de... Alors, on va en parler tantôt, mais ça... Ouais. C'est la, Euh, non, je c'est ouais. la théorie des hearts and minds, comme ils disent OK. en anglais, cœur et esprit en français, qu'on retrouve d'ailleurs au OK. Maroc aussi. Ouais. Mhm. Puis aussi, vous avez dit que vous avez étudié la résistance, en fait, des communautés africaines aux efforts de recrutement pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez partager des faits sur la mobilisation, en fait, des personnes colonisées par les empires coloniaux à cette époque, mais aussi sur la résistance, comme on a vu par exemple la révolte paysanne de 1915-16 au Burkina Faso? Oui, absolument. Je commencerai peut-être par faire une petite comparaison des différents empires et de leur intérêt à mobiliser les personnes colonisées et en particulier les personnes racisées à Mhm, l'intérieur de leurs empires. On va le voir qu'il y a des différences assez, pas fondamentales, mais il y a des différences intéressantes entre le cas classique, ça serait l'Empire français et l'Empire britannique dans le sens où l'Empire français, qui est à cette époque-là une république impériale, là, on va peut-être me lancer des roches si je dis une république impériale, mais c'est d'après moi le cas. Euh, elle, dans son idéologie, il est possible d'aller mobiliser les personnes de couleur tout simplement parce qu'ils se clament universalistes. Et ils disent que justement cet impôt du sang que doit payer le citoyen français peut aussi être payé par les citoyens, pas les citoyens, les sujets de l'Empire. Parce que, mhm, en fin de compte, tout le monde est égal. Et c'est aussi une manière d'atteindre et de gagner la citoyenneté française que de donner son sang, que de se battre pour la France. mhm, Et ça fonctionne très bien dans l'idéologie, si on veut, universaliste républicaine. Évidemment, il va y avoir de la résistance en intérieur des factions militaires. C'est pas tout le monde qui veut forcément qu'on mobilise
des personnes de couleur. Puis c'est Mhm. là qu'on arrive aux raisons de pourquoi, par exemple, les Britanniques vont être plus réticents et les Allemands, ça va être un refus total, non pas à cause, pas seulement parce qu'ils sont isolés, si on veut, ils ne peuvent pas faire venir des troupes coloniales. Leur colonie naturelle, entre gros guillemets, c'est les pays de l'Est, c'est aussi Mhm. toutes les autres populations, comme dans l'Empire austro-hongrois, on va mobiliser les Tchèques, les Lituaniens, etc., etc. Du côté britannique et surtout du côté allemand, l'idée même de permettre à des personnes de couleur de tuer des personnes blanches serait un affront aux hiérarchies civilisationnelles, à la Mhm. hiérarchie aussi raciale. Et pour Mhm. eux, ça serait aussi donner des munitions, donner, une, donner des idées aux personnes qui vivent dans les colonies. On montre que l'homme Mhm. blanc peut effectivement se faire tuer. Donc, tu sais, c'est très grossièrement dit, mais il y avait quand même euh, cette crainte existentielle-là, vu que les empires sont construits sur les hiérarchies raciales, sont construits sur les hiérarchies civilisationnelles, inventées évidemment de toutes pièces par ces empires-là pour légitimer leur domination. Les Britanniques, par exemple, vont mobiliser les troupes indiennes, donc l'armée indienne qui Mhm. fait jusqu'à 3 millions de soldats, si je ne me trompe pas, ou 1 million, Mhm. le chiffre, je ne suis plus trop sûr. Ils vont les mobiliser au début de la guerre par nécessité sur le front de l'Ouest et éventuellement vont les retirer majoritairement. Puis Mhm. une des grandes craintes justement de ces troupes indiennes-là, c'était que les hôpitaux britanniques étaient sur l'île, en Grande-Bretagne, et il y avait beaucoup, beaucoup de journaux et d'autres personnes que la crainte de la proximité entre l'infirmière de la classe ouvrière et le soldat indien, Uhum. ça pouvait causer justement c'était autant des craintes de violence sexuelle que de femmes prolétariennes qui tombent en amour avec des personnes racisées. Donc là, on brise Mhm. justement un mur qu'on a essayé d'établir en colonie où est-ce que justement ce sont les hommes blancs qui pouvaient, euh, par exemple, avoir comme conjointe des personnes racisées, mais l'inverse ne pouvait jamais Mhm. arriver. Ça, c'était un affront à la hiérarchie de genre aussi, comme Mhm. on peut Mhm. très bien comprendre. Euh, donc, les Britanniques, eux, vont rapidement enlever le plus possible des personnes de couleur. Ils vont les envoyer dans d'autres fronts. Ils vont aller se battre en Mésopotamie, par exemple, Ok. contre l'Empire ottoman. Ils vont aller se battre en Grèce contre l'Empire austro-hongrois. Euh, Ils vont aussi aller se battre, si je ne me trompe pas, ils vont aussi aller se battre en Afrique de l'Est. Donc, on va essayer de les Ok. enlever. Évidemment, il va encore avoir des bataillons de travail, par exemple. On pense au bataillon de travail, le 24e, si je ne me trompe pas, canadien, que ce sont des personnes racisées, des personnes noires. Euh, Mhm. Oui. mais les Mhm. Britanniques, en général, vont essayer de retirer ça. Les Français, au contraire, vont se mettre de l'avant qu'ils acceptent justement que les personnes noires fassent partie de leur civilisation et que les personnes racisées fassent partie de leur civilisation parce que justement, ils sont universalistes. Et donc, Mhm. cet impôt du sang-là est tout à fait acceptable. Pour les Allemands, c'est un affront total à la civilisation. Même l'idée de permettre ça euh, détruit les hiérarchies raciales et c'est tout à fait inacceptable. Puis ça, on va le voir avec le traitement, par exemple, des prisonniers de guerre africains et des prisonniers de guerre des gens de couleur en général. Leur traitement va être inégal à celui des personnes blanches. Mhm. Euh, et ça, cette mobilisation-là, on le voit même à l'intérieur du conflit en Afrique. Les Allemands, oui, en Afrique, vont mobiliser des troupes noires parce que c'est ce qu'ils avaient à leur disposition. L'Afrique du Sud, par exemple, va refuser de créer des bataillons de troupes noires parce qu'on Mhm. on n'est pas encore dans la période de l'apartheid, mais il n'est pas question de mobiliser des troupes noires à Ouais. l'intérieur d'un État, d'une colonie de peuplement. Là. Il ne fallait certainement pas Mhm. armer et entraîner des personnes noires qui pourraient se retourner contre nous. Mais sinon, ils vont aussi engager les King's African Rifles qui vont venir du Nigeria et d'autres colonies qui ne sont pas forcément des colonies de peuplement, mais des petites unités qui Ok. vont uniquement se battre en, Mhm. euh, en Afrique. Les Français, eux, Mhm. ils voient l'Afrique comme un terrain, un territoire qu'ils peuvent exploiter et qu'ils doivent exploiter. Il ne faut pas oublier aussi que les Français sont en train
Ils ont perdu énormément de personnes dès le début de la guerre. Ils sont en manque de troupes. Il y a une crainte démographique massive avec l'Allemagne. L'Allemagne qui fait 60 millions de personnes, la France en fait 40 millions. Les généraux, justement, qui vont avancer l'idée d'engager des troupes noires. Ici, l'exemple, c'est Charles Mangin, dans un de ses livres, La Force noire, va dire que la France fait 100 millions d'habitants. C'est parce qu'il inclut les colonies. Il dit, si on Mhm. n'utilise pas la force démographique des colonies, on va se faire supplanter par les Allemands. Parce qu'on est encore dans une Mhm. guerre d'hommes. Oui, la technologie est là, mais la guerre, c'est encore une guerre d'hommes, de bottes Mhm. dans les tranchées qu'on doit envoyer pour essayer de prendre les tranchées adverses. Donc, c'est un Mhm. petit peu le portrait général de ces dynamiques raciales et de cette mobilisation-là. Puis, je pourrais aussi sortir un autre exemple, l'armée américaine, que quand elle va voir euh, non pas que ce n'est pas ségrégué à l'intérieur de l'armée française, mais la ségrégation n'est pas écrite, si on veut, dans les règlements. L'armée américaine va être outrée parce que eux, les soldats afro-américains, ils sont ségrégés. Ils ne peuvent pas se battre avec les unités blanches. Et Mhm. donc, il va y avoir ces débats-là, si on veut, civilisationnels, raciaux, par des généraux, évidemment, des généraux blancs en totalité, là, euh, Mhm. autour de ces enjeux-là. Et comment du coup, la population en Afrique réagit face à ce recrutement? Il y a des révoltes, comme on vous l'avait dit, Oui, mais c'est quoi le ça, revers de la médaille? ouais. Ça va être des réactions assez mixtes. Comme tu l'as mentionné, il va y avoir des révoltes, donc des soulèvements armés, surtout dans des régions qui sont qui nécessitent justement la présence des jeunes hommes pour les récoltes. Donc, toutes les communautés, Mhm. pas forcément de subsistance, mais toutes les communautés plus paysannes ont besoin de leur main-d'œuvre. Et quand les autorités arrivent pour recruter ces personnes-là, ils leur retirent cette main-d'œuvre-là essentielle pour la bonne tenue, si on veut, de la Mhm. récolte de l'année. Donc, il va y avoir des résistances, il va y avoir de la coopération. Puis ça, c'est des OK. coopérations qui vont être basées sur les liens coloniaux qui ont été faits pendant la conquête. Il va y avoir des populations qui vont être beaucoup plus enclins à vouloir s'engager que d'autres. Ici, Mhm. je pense par exemple à la population Bambara qui se trouve au Mali et au Sénégal, qui, pendant la conquête de l'Afrique de l'Ouest, vont s'engager auprès des Français parce que c'était des populations de religion traditionnelle, donc des populations non musulmanes qui se retrouvaient constamment en guerre avec les empires musulmans de l'Afrique de l'Ouest. Donc, par exemple, cette population-là va être un petit peu plus, et cette population-là large, là, on parle de catégories ethniques coloniales, malheureusement, c'est ce que les sources nous donnent aussi. Euh, Mhm. mais elles vont peut-être être un petit peu plus enclins à s'engager à cause de cette tradition-là. Les chefs qui veulent avoir davantage de faveur de la part des autorités françaises vont souvent donner en service leurs fils, parce que c'était une Mhm. manière aussi de rentrer à l'intérieur du système et de revendiquer des choses. Comme encore une fois, c'était l'impôt du sang. On peut revendiquer la citoyenneté après avoir payé l'impôt du sang. Euh, Même si Mhm. personne ne va l'avoir, malheureusement, après la guerre. Mais tout comme les personnes des Premières Nations au Canada, où c'était aussi une des motivations dans l'engagement, c'est de favoriser leurs relations autant avec la monarchie britannique qu'avec le gouvernement du Canada. Euh, En Afrique, il y a exactement cette même dynamique-là. Donc, il va y Mhm. avoir cette forme de collaboration-là. Et de toute façon, la façon que ça fonctionne, le recrutement, c'est des administrateurs coloniaux qui envoient leurs agents, puis ce sont des agents africains, ce sont des agents locaux qui vont aller recruter Mhm. de village en village avec des quotas, qui reviennent à l'administration coloniale avec le dit quota pour dire, voilà, on a les 55 personnes que vous avez demandées. Euh, Mhm. il y a de la résistance armée, comme je l'ai souligné. Il va y avoir une grosse révolte justement dans le Burkina Faso. Il y a de la résistance passive. Toutes les personnes qui vivent sur les frontières de colonies britanniques ou portugaises ont juste à passer la frontière. C'est Et il va y vrai. avoir énormément de mobilité comme ça. On parle juste avec le Burkina Faso, Sénégal et compagnie, il y a environ 500 000 personnes qui vont aller dans le Ghana britannique.
qui vont se sauver, tout simplement. Ils vont Mhm. traverser la frontière. Puis il y a une solidarité aussi entre. On sait très bien que les frontières coloniales, c'est assez arbitraire. Donc, des voisins d'avant qui se retrouvent séparés par une frontière restent voisins. Donc, ces gens-là vont tout Mhm. simplement traverser la frontière, puis ils vont aller dans leur communauté respective. Il va y avoir une certaine solidarité de ce côté-là. Euh, donc, c'est ça, il y a cette résistance, si on veut, passive. On va fuir aussi quand les recruteurs arrivent. Euh, mais sinon, le dernier ressort, parce que c'est quand même pour n'importe quelle communauté, n'importe quel mouvement, il y a toujours des outils de dernier ressort. La résistance armée est un outil de dernier ressort. C'est pas quelque Mhm. chose de spontané, c'est quelque chose qui est préparé, réfléchi, parce qu'on risque tout. Puis Mhm. pour arriver à se dire qu'on va tout risquer pour de vrai, il faut vraiment avoir été poussé jusqu'au bout là, de notre volonté Ouais. de donner ce que l'État colonial exige. Et donc, ces révoltes armées-là, il va autant en avoir aussi au Nigeria, pas forcément contre le recrutement, mais contre l'augmentation des impôts coloniaux et autres éléments comme ça. Et euh, par exemple, en Afrique de l'Est aussi, pas qu'il va y avoir résistance, il va y avoir fuite, mais l'Afrique de l'Est, c'est quand même l'espace où est-ce qu'il va y avoir des campagnes militaires assez importantes contre les Allemands, l'aide au Vorbeck. Puis on pense que c'est environ 1 million d'Africains qui vont être engagés de force en tant que porteurs. Puis ça, Mhm. le travail de porteur, c'est tout à fait horrible. Là. Il y a une chanson justement qui chantait par les porteurs, c'est on porte la bouffe des porteurs, qui porte la bouffe des porteurs, qui porte la bouffe des porteurs, qui porte la bouffe des porteurs, etc., etc. Euh, mais ces gens-là qui se font engager de force euh, n'avaient pas, je dirais qu'il n'y a pas eu d'organisation de résistance armée dans cette région-là. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que l'accès aux armes à feu, c'est quand même très important dans n'importe quel mouvement de résistance et peut-être que l'interdiction Ouais. des armes à feu a été bien appliquée dans cette région-là, mais il n'y a pas eu forcément de résistance comme ça. Mais la Mhm. fuite, toujours la fuite. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe exactement du coup dans la révolte paysanne au Burkina Faso? Comment est-ce qu'on arrive là? Oui. Donc, essentiellement, c'est en octobre-novembre 1915 que justement, il y a eu les premières vagues de recrutement en 1914. On commence une deuxième vague de recrutement en 1915 et c'est une grosse vague de recrutement parce que, comme certainement beaucoup de personnes le savent, les premiers mois de la guerre, ce sont les mois les plus meurtriers. Donc, on a un manque de soldats assez important sur le front de l'Ouest. Mhm. Et là, c'est à ce moment-là que les Français disent, OK, on va augmenter les quotas. On va vraiment commencer à recruter. Et donc, les communautés paysannes du Burkina Faso, donc dans la région du Bani-Volta, donc c'est deux rivières qui sont dans le Burkina Faso. Les populations qui sont mixtes, c'est des populations de religion traditionnelle vulgairement dit animiste. Là. On essaie de ne pas utiliser ce terme-là parce que ce n'est pas tant représentatif, mais oui, de religion traditionnelle et des populations musulmanes vont se regrouper au village de Bona. Donc, c'est 12 villages essentiellement qui se regroupent au début et qui décident que justement, ils ne pouvaient pas permettre aux recruteurs de partir encore avec ce qu'ils vont appeler leurs fils, leurs enfants. Mhm. Euh, une autre des raisons, c'est que les premières personnes parties ne sont jamais revenues. Puis il n'y a pas de Mhm. nouvelles. On n'en entend pas parler. Mhm. Même s'ils sont encore vivants sur le front de l'Ouest, le courrier ne se rend pas ou ce sont des personnes qui ne savent pas forcément écrire. Il va y avoir, oui, des personnes qui écrivent en arabe. Il va y avoir du courrier qui va se rendre dans ces régions-là. Mais sinon, c'est très, très, très rare. Puis on n'entend plus parler de ces individus-là. Ils sont partis. Euh, Mhm. et donc, ça va créer ce premier mouvement de résistance-là. Donc, c'est les 12 sages qui vont se regrouper. Eux, collectivement, vont voter et décider que c'était le moment de résister, de ne plus offrir leurs enfants. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'un matin, un recruteur français, un administrateur, en fait, qui est accompagné de sa petite troupe, va se pointer à un village et on va lui crier, nous ne donnons plus nos enfants, nous refusons essentiellement euh, le recrutement et ils vont se faire tirer dessus.
Après ça, il Mhm. réessaye encore une fois de revenir avec plus de troupes. Il va avoir résistance. Il va avoir une première victoire de la part du groupe anticolonial. Et ça, c'est toujours important dans n'importe quel mouvement de résistance. Une première victoire enhardit les populations autour. C'est un élément, Mhm. pas de propagande, mais un élément de regarder, on a réussi une première fois, vous pouvez Ouais, vous c'est joindre à ça. nous. Donc, Mhm. donc cette première victoire-là, devant les tirailleurs sénégalais, devant l'armée française, va enhardir le restant de la région et ça va s'enflammer très, très, très rapidement. Les Français, face à ça, vont mobiliser une des plus grosses colonnes militaires qu'ils ont eu à mobiliser en Afrique de l'Ouest. Donc, on parle d'environ 2000 hommes. Et à partir de Mhm. ce moment-là, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont identifier les lieux de résistance. Ils vont s'attaquer aux Mhm. villages, donc c'est des soukoulas, c'est des villages fortifiés essentiellement. Et la Ok. tactique est assez simple. On bombarde, on crée des brèches, on tue tout ce qu'il reste dans le village, on prend prisonniers femmes, hommes femmes et enfants, excuse-moi, s'ils sont encore présents. Et le lendemain, on va au prochain village. Et donc, ça, pendant Mhm. 6 mois de temps, c'est une campagne de ratissage. On détruit systématiquement et on rase complètement chaque village qui s'est opposé, euh, qui s'est opposé de manière armée à, à la Mhm. colonne. Ok. Quand on parle d'histoire, la pratique historienne, évidemment, on parle d'archives. C'est quoi les sources que vous utilisez fréquemment? Est-ce qu'il y a des obstacles, des challenges que vous rencontrez en fait dans votre étude de cette période historique? Les sources que je mobilise davantage, ce sont surtout des sources coloniales. Donc, ces sources-là présentent un challenge, un défi, dans le sens que c'est la vision coloniale qu'on nous Mhm, colporte. Il faut être très, très, très critique. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'en 2023, on a les outils intellectuels et méthodologiques et critiques pour pouvoir voir que quand un officier parle d'une certaine population de manière essentialisante et racialisante, ça s'identifie assez rapidement. Euh, donc, on travaille surtout, comme j'ai dit, avec des sources coloniales. On parle ici de journaux de marche et d'opération, par exemple. Pour la guerre du Bani-Volta, j'ai surtout utilisé un rapport, c'est un journal de marche et d'opération du commandant Mollard qui menait la colonne. Et ça, c'est essentiellement, c'est un document qui est découpé jour par jour. Donc, on nous dit à quelle heure que la colonne a quitté son lieu, à quelle heure qu'elle arrive devant un centre de résistance, les actions qui sont prises vis-à-vis ce centre de résistance-là et l'heure du coucher de la colonne. Et ça continue jour après jour mhm, après jour après jour. Après ça, il y a évidemment les correspondances, euh, où est-ce qu'on peut trouver justement plus des conflits entre officiers, entre les méthodes qui sont utilisées, des conflits civilo-militaires, par exemple des administrateurs civils qui disent mais là, il faut arrêter de détruire, il faut que cette mhm, région-là se reconstruise après, puis si tout est détruit, on va juste avoir une révolte dans 2 ans. Donc, la nécessité de pacifier la région, mais aussi de maintenir quelque chose pour éviter une nouvelle révolte. Puis ça, c'est surtout la paranoïa des administrateurs civils qui vivent sur place. Donc, eux autres, mhm, c'est un danger immédiat pour eux, vu qu'ils sont présents sur le terrain. Euh, donc, c'est ça, des correspondances où est-ce qu'on peut trouver tous ces conflits-là, ces discussions, si on veut, sur stratégie, mais aussi la marche à suivre. Euh, il y a des rapports officiels d'enquête faits après les faits. Donc, par exemple, quand il s'agit de révolte, il va toujours avoir une enquête après. Parce qu'on veut savoir pourquoi est-ce qu'il y a mhm, eu révolte, qu'est-ce qui a causé la révolte et qu'est-ce qu'il faut faire pas pour empêcher une prochaine révolte. Puis ça, il ne faut pas se dire que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est purement dans une mentalité de domination ici, là. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est le strict minimum qu'il faudrait qu'on mette en place pour empêcher à nouveau un soulèvement? Donc, on va avoir ces rapports-là qui vont être écrits par les administrateurs, les acteurs qui ont été là sur le terrain. Euh, le plus gros défi dans toutes ces sources-là, comme je l'ai dit, c'est, vu que c'est des sources coloniales, c'est d'avoir le point de vue africain. bah, c'est ça. Et c'est ça Oui. le plus compliqué.
il y a de la tradition orale qui existe, qui peut être collectée. Mais moi, malheureusement, on peut deviner qu'avec les fonds que je possède, mais aussi mes compétences en matière de langue, de langue des régions respectives, contact, le temps, établir des contacts pour recueillir de la tradition orale franche et tout, Mhm. c'est des décennies, là. C'est une histoire d'une vie. Mhm. Et c'est d'avoir la confiance aussi des interlocuteurs de l'autre côté. Euh, il y a beaucoup d'historiens qui l'ont fait, mais dans le OK. cadre d'une maîtrise, dans le cadre d'un doctorat aussi, malheureusement, moi, je n'ai pas le temps, ni les ressources, ni les moyens Mhm. pour le faire. Il y a de la tradition orale qui est enregistrée, mais ça OK. aussi, c'est très difficile à trouver. Justement, Mhm. j'étais parti dans comme on dit en anglais, un wild goose hunt, parce que j'avais découvert dans un article des années 70 qu'il y avait eu des cassettes d'enregistrement d'histoire orale qui seraient à l'Université de Wisconsin, puis ils les ont plus. Ces cassettes-là, ils sont Mhm. perdus. Euh, donc, il y a toute cette question-là de la préservation de l'histoire orale, autant qu'elle est préservée par les griots. Donc, les griots, ce sont des Mhm. personnes, les porteurs de la tradition orale en Afrique de l'Ouest, mais autant qu'ils ont été enregistrés par le passé, mais souvent, ces copies-là ou ces outils-là ont été perdus d'outils et de recherches que l'on fait. Là. Éventuellement, ça se perd si on ne les conserve pas. Mhm. Mais c'est ça. Le plus grand défi, c'est vraiment d'avoir le côté africain qui pourrait se combler par l'histoire orale, mais Mhm. c'est très compliqué de pouvoir Mhm. accomplir ça. Dernière petite question, est-ce qu'il y a des connexions ou des implications de vos recherches en fait qui dépassent la période historique immédiate? Comment est-ce que on peut voir en fait à quel point c'est les dynamiques que vous étudiez de la Première Guerre mondiale ont continué d'impacter en fait les relations mondiales par la suite en fait? Oui, absolument. Ça peut être autant contemporain qu'après la Première Guerre mondiale. Là, je pense ici, par exemple, à la mobilisation des tirailleurs sénégalais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Euh, le fait que, par exemple, l'un des lieux de résistance, ou du moins, il y a beaucoup de personnes dans le mouvement de résistance, et on l'oublie souvent, c'était des personnes racisées, c'était des personnes africaines qui se retrouvaient justement dans les colonies et qui n'avaient, et que, encore un terme en anglais, the lesser of two evils était évidemment la République impériale française versus le Reich nazi. Euh, pour eux, le choix était assez logique. Et aussi, c'était des élites, donc des personnes qui étaient assez haut placées et qui avaient des intérêts à l'intérieur du maintien de la République française. Euh, pour ce qui est, par exemple, des dynamiques de pacification, des dynamiques de guerre coloniale, ce qui va s'établir avant la Première Guerre mondiale, ce qui va arriver pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, avec le recrutement des tirailleurs, mais aussi par la répression des mouvements coloniaux, c'est quelque chose qui va durer jusqu'aux colonisations et que les polices postcoloniales par exemple, au Sénégal, au Mali, ils vont hériter de ce bagage-là. Mhm. Parce que ce sont des anciens tirailleurs, ce sont des anciens officiers, ce sont des personnes qui se font encore aujourd'hui former par l'armée française dans Mhm. beaucoup de pays, comme par exemple au Sénégal. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais j'ai un collègue justement qui a fait une présentation il n'y a pas longtemps où il expliquait que quand on regarde les techniques et les outils du maintien de l'ordre au Sénégal, ce sont exactement les mêmes que pendant la période coloniale. Et en Mhm. plus, on est capable de trouver des liens avec des chefs de police, par exemple français, qui, après les décolonisations, c'était des chefs de police coloniales. Donc, ils avaient entraîné des personnes dans les colonies. Avec les décolonisations, ils restent en place. Et ils continuent à former Mhm. les militaires, ils continuent à former les forces du maintien de l'ordre. Et donc, les stratégies établies de essentiellement, vous n'écoutez pas, le dernier recours, on va l'utiliser, c'est la violence. C'est quelque chose qui est fortement engrain, si on veut, fortement incrusté dans le maintien de l'ordre aujourd'hui encore en Afrique. Tout simplement à Mhm. cause de ces liens et cette continuité, si on veut, postcoloniale et
si on peut oser le mot, néocolonial, parce qu'on maintient ces liens Oui, privilégiés là, entre l'ancienne métropole et l'ancienne colonie. Ouais. c'est vraiment ça. Merci beaucoup, Ben, ça fait Thomas. plaisir. Euh, Merci de nous avoir rejoints. C'était un plaisir de discuter de votre travail et d'avoir également une autre perspective en fait sur la Première Guerre mondiale qui n'est pas centrée seulement sur le territoire européen. Et merci de nous avoir écoutés pour cette troisième saison de Par-delà la Crête. Restez à l'écoute car cette saison, nous aborderons des sujets tels que l'histoire publique, le programme des forces canadiennes et le programme d'identification des pertes militaires. La Fondation Vimy travaille à préserver et à promouvoir l'héritage continu du leadership au Canada à travers ses programmes éducatifs pour construire un avenir éclairé par le passé.